Et notre deuxième priorité, c'est que la France ne soit pas bloquée. Et nous nous engageons, conscients des compromis nécessaires, pour que des lois indispensables soient adoptées. Cette position, nous l'avons définie collectivement avec nos députés et nos sénateurs. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres. Les vraies voix Sud Radio. Et quand Sébastien Lecornu, Françoise Degois propose, en tout cas parle de choses utiles et réalistes, que vous avez écouté son discours de politique générale, est-ce que ça va dans ce sens? Alors, moi j'en ai entendu beaucoup dans ma double vie de journaliste politique depuis des années et après de conseiller politique. J'ai entendu beaucoup de discours de politique générale. Ce qui m'a frappé sur celui-là, c'est que je trouve que c'est un discours à l'os. Et c'est un discours extrêmement sobre. Et pour moi, c'est vraiment une vertu. C'est-à-dire que on n'a pas vu un Sébastien Lecornu se perdre dans un lyrisme amphigorique qui est inutile et qui ne correspond pas à la situation. Je l'ai trouvé précis, je l'ai trouvé extrêmement juste. J'ai entendu un petit truc, moi, qui m'a toujours manqué depuis des années, depuis en gros que Philippe Séguin n'est plus là. J'ai entendu quand même un petit tintement de droite sociale. Vraiment, c'est quelqu'un qui parle, moi j'ai senti quand même un Premier ministre concerné. Donc après, c'est un ancien maire, un ancien patron de département. Je vous assure qu'en tant que femme de gauche, voir la dérive de la droite actuelle et voir quelqu'un qui vient de la droite et qui est capable d'avoir ce type de discours, c'est un peu comme vous voyez quand je discute avec Xavier Bertrand. Il y a quelque chose de la gauche républicaine que je suis qui se retrouve assez rassuré d'entendre ce type de discours. Je l'ai trouvé concerné, voilà, concerné, et je l'ai trouvé vraiment à l'os. Pour moi, c'est une grande vertu. Il n'y a pas eu de fioriture. Il n'était pas là pour faire une démonstration de littérature, de citation, qui tombe plus ou moins mal. Comme certains ont fait. Mais comme ils le font tous, parce qu'à un moment donné, vous êtes emporté, il faut montrer que vous êtes quelque chose ou quelqu'un. Il n'était pas dans la démonstration, et si je puis aller plus loin, je sais que François dira, il faut pas aller trop vite. Moi, je pense que la personnalité qui émerge aujourd'hui dans ce bloc central, c'est Sébastien Lecornu, qui renvoie un peu Gabriel Attal, Édouard Philippe et Bruno Retailleau un peu à leurs chères études. Ouais, François de Rugy. Oui, moi je ne sais pas si on peut déjà tirer des plans sur la comète, mais moi j'ai trouvé en effet que c'était très positif d'avoir un Premier ministre qui sait que ses jours sont potentiellement comptés. Donc il commence pas à dire je vais faire des grandes réformes et on va faire ci pendant les 18 mois qui viennent, etc. D'ailleurs c'est drôle parce qu'à certains moments il a dit que la présidentielle avait lieu dans quelques mois, puis à un autre moment il a dit c'est dans 2 ans. Selon les moments, l'échelle de temps n'est pas tout à fait un an et demi. Mais ça reste toujours plusieurs mois. 18 mois. Et le fait de dire on prend les choses les unes après les autres. D'abord le budget, c'est quand même. Enfin moi je suis sidéré que dans le débat politico-médiatique français, voter un budget apparaisse comme secondaire. On s'habitue au fait qu'il n'y ait plus de gouvernement ou des gouvernements qui sont là pour expédier les affaires courantes. Après, on s'habitue au fait que non, mais c'est pas grave, on n'a qu'à reporter le budget après le mois de janvier. Non, moi je rêve un peu. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe David sur les États-Unis, je finis par rêver d'un shutdown à la française. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de budget, les fonctionnaires seraient pas payés, les prestations sociales seraient pas versées. Et là, je pense que ça mettrait la pression sur les parlementaires, sur les députés, qui arrêteraient d'inventer tous les jours des bonnes raisons de ne pas faire leur job, parce que le job des députés, c'est de voter la loi, mais c'est tous les ans de voter le budget. C'est inscrit dans la Constitution, il y a même le nombre de jours qui sont marqués dans la Constitution, tout est décrit, il n'y a qu'à appliquer la règle, et il a rappelé ça. Il a rappelé, en plus, comme il n'y a pas de majorité, que le gouvernement dit je ne fais pas de 49.3, ce qui est aussi une nouveauté, il l'a rappelé, ce sera le Parlement qui décidera. Mais je vais vous dire, il y a des députés que ça va gêner, je reste poli, parce que, en fait, ils aiment bien quand c'est le gouvernement qui décide, quand c'est le gouvernement qui impose, puis après ils disent moi je suis pas d'accord, je suis dans l'opposition, je vote contre, et puis éventuellement je censure, et puis tant mieux d'ailleurs c'est un 49.3, comme ça après je censure. Non, là chacun est devant ses responsabilités, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est l'expression qu'on donne toujours. Oui. C'est au pied du mur qu'on voit Sébastien Lecornu Premier ministre, et le mur n'est pas encore construit, donc il est trop tôt pour juger évidemment, mais moi je lui donne plus que le bénéfice du doute. Et aussi les députés, c'est au pied du mur qu'on verra les députés qui sont des maçons, c'est-à-dire qui ont envie de construire un budget. On écoute Sébastien Lecornu. J'ai renoncé à utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote.
Oui, Philippe David. Alors, Françoise de Gois a parlé de discours à l'os. Alors, moi, je suis pas fan des discours à l'os. Il y a que deux choses que j'aime à l'os, c'est le jambon et la côte. Soit dit en passant. Ça m'aurait étonné qu'on parle pas de bouffe. C'était bizarre. Ça faisait longtemps. Et donc, ce discours à l'os, là, je vais faire plaisir à Françoise de Gois, qui connaît bien l'Italie. J'ai plutôt eu un sentiment, vous savez, comme font les Italiens, la combinazione, où tout le monde se met un peu d'accord. Alors, il a ressuscité, parce que ce qui avait de génial, c'est que Emmanuel Macron avait fait ce que Marine Le Pen appelait l'UMPS, vous savez, en faisant La République en marche. Et bien là, en obtenant la non-censure de LR et en obtenant la non-censure du PS, eh bien il fait la deuxième fois l'UMPS. Et moi je crois que ce mariage de la carpe et du lapin ne peut être qu'un super carburant pour le Rassemblement national aux prochaines élections. J'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire parce que ça va être... Vous allez voir aux prochaines municipales, comme manifestement il n'y aura pas de dissolution, on n'a pas dissous parce qu'on a peur que le RN ait un score stratosphérique, mais vous allez voir qu'aux prochaines municipales, les gens vont être furieux des augmentations d'impôts et que c'est dans les urnes qu'ils vont se venger. Vous verrez ce que je vous dis. Rendez-vous au mois de mars. Alors, moi, je n'ai pas du tout votre analyse parce que je pense que nous rentrons maintenant dans le débat parlementaire et on va rentrer dans un débat où tous les masques vont tomber. Exemple, vous pourrez me l'accorder, Philippe, et vous aussi, François de Rugy. Est-ce que quelqu'un a compris désormais le changement de la doctrine économique, par exemple, du Rassemblement national? On a compris maintenant que Jordan Bardella est en train de faire les yeux doux au CAC 40, ce qui est une rupture par rapport à Marine Le Pen. Ça va être très intéressant, François de Rugy le rappelait, de voir que Marine Le Pen était vent debout contre cette réforme des retraites et qu'ils vont se retrouver à censurer un gouvernement qui la suspend. On va avoir la vérité des prix sur la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, le RN l'avait votée quand elle est passée une première fois à l'Assemblée. C'était abstenu. Non, c'est abstenu. Moi, je vous dis, non, mais ils sont sur la taxation. On va voir la réalité des prix. Et je vous fiche mon billet qu'il y aura zéro colère au municipal parce que la raison pour laquelle, encore une fois, le Rassemblement national va faire ses scores dans le Nord avec les mairies, mais il n'est pas en situation de gagner quasiment nulle part. Il va gagner des villes, vous verrez. Non, mais moi je vous dis juste, Philippe, à partir du moment où le débat parlementaire s'ouvre, ça va pas être un débat cantonné au Parlement. Vous savez, il y a des batailles parlementaires. Il les a vécues, François de Rugy, parce que je me souviens qu'il était jeune, peut-être assistant au Parlement, ou je sais pas, directeur de la com. On a vécu, par exemple, le Pax. Moi, j'ai vécu le Pax. J'ai vécu. C'est sous Jospin. Non, mais j'ai vécu la Corse. Les débats parlementaires, quand ils sont méta-parlementaires, ça devient des combats idéologiques. Et vous allez voir que ce qui s'ouvre là, c'est pas une petite séance, une séquence entre députés qui vont pas être d'accord. C'est un combat idéologique, d'une certaine manière, qui prépare la présidentielle. Et c'est les députés qui tranchent. Par exemple, la taxe Zuckman, elle n'y sera pas dans le budget. Parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter la taxe Zuckman. Oui, mais c'est quand même plus intéressant de le faire comme ça que de dire on fait un budget puis après c'est le 49.3 ou ce genre de choses. Là, le gouvernement ne se dérobe pas parce qu'il prépare le budget, il prépare des amendements, il prépare les chiffrages et ensuite c'est les députés qui tranchent. Et voilà, merci beaucoup et tout de suite